La rétro radio sur Retro Storia, une émission originale de la TG5. Aujourd'hui, l'année 1989, la chute de l'URSS. Il est 13h sur Radio Storia et on se retrouve comme prévu pour la Rétro Radio, votre émission historique préférée présente tous les jours à la même heure. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet historique très spécial, la chute de l'URSS et l'année 1989. Rapidement, Alix, pourquoi cette année est-elle si importante ? Eh bien, Luna, comme vous le savez probablement, en 1989, on approche de la fin de la guerre froide puisqu'elle se conclut en 1991 avec la chute de l'URSS, l'un des deux grands. En effet, mais rappelons-le, l'URSS était en réalité en difficulté depuis un moment déjà, n'est-ce pas ? C'est exact, elle rencontre des difficultés chez l'ensemble de ses alliés comme la Pologne où des grèves massives sont organisées par le syndicat Solidarnosc en 1980 réclamant la liberté syndicale. On reviendra d'ailleurs dessus tout à l'heure. Alix a bien raison, les alliés de l'URSS faiblissent et on constate qu'elle-même a du mal à suivre. En 1979 débute la crise des euromissiles. L'URSS installe des missiles de portée intermédiaire à l'Est et l'OTAN déploie Pershing II en 1983. Sans oublier l'initiative de défense stratégique ou appelée également la guerre des étoiles. Ah oui, et le projet de défense antimissile destiné à la protection des États-Unis. Exactement, durant cette période, le président américain Reagan a multiplié les initiatives militaires. Débarquement de la Grenade en 1983, raid sur la Libye en 1986 et bien d'autres. C'est sûr qu'il s'agit d'un coup très dur pour l'Union soviétique qui connaît de surplus un fort déséquilibre à l'échelle politique, économique et sociale. Et si l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 1985 tente de faire éviter la faillite à l'URSS par la mise en place de réformes comme la perestroïka au niveau économique et la glasnost au niveau politique, les difficultés persistent. Une politique de désarmement est ainsi négociée par Gorbatchev avec les USA et en 1987, les accords de Washington sont signés, annonçant le démantèlement des euromissiles. Ce qui constitue un véritable soulagement pour les soviétiques. Et notons également que si dans un premier temps, l'aide aux pays extérieurs s'accroît, avec le tiers-monde, l'Afghanistan en 1979 pour maintenir les communistes afghans au pouvoir, les soviétiques cessent de soutenir les gouvernements et mouvements communistes, et en 1988 et 1989, ils retirent leurs troupes d'Afghanistan, ce qui signe la fin de l'expansionnisme et de la surveillance du bloc Est. Et c'est la fin de la doctrine Brejnev, qui est une doctrine de la souveraineté limitée. On constate donc un effondrement des régimes communistes de l'Europe de l'Est dès 1989 à cause de cette perte du soutien soviétique. Parfois cela se fait de façon pacifique et négociée, mais parfois cela peut prendre des tournures bien plus violentes, comme en Yougoslavie ou en Roumanie. La Chine, cependant, semble être l'un des seuls pays à tenir bon. Mais bon, ça, on en reparlera après. Pour l'heure, nous allons remonter le temps et écouter notre envoyé spécial en URSS. Merci Alix et Lenoir, et effectivement, c'est le début de notre rétro. On commence par un envoyé spécial en Union soviétique. Nous sommes en 1987 à Moscou. Au son de l'hymne soviétique, le camarade Gorbatchev est en train de présenter son programme. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Laurine. Laurine, c'est à vous. Chers auditeurs, bonjour. Ici Laurine, votre envoyé spécial en direct de Moscou, en URSS, où Mikhail Gorbatchev, le président actuel de l'URSS, vient de lancer une politique de réforme pour rompre avec les pratiques autoritaires et ainsi relancer l'économie. Mais avant de vous parler, chers auditeurs, des réformes de Gorbatchev, je vais vous le présenter. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev est né le 2 mars 1931, à Privolnoï, en URSS, et est un homme d'État soviétique actuellement au pouvoir. Mikhail Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985. Il est décidé à réformer le système en profondeur afin d'éviter la faillite de l'URSS. Pour redresser le pays et améliorer le quotidien des populations, il instaure la perestroïka et glasnost. La perestroïka, qui veut littéralement dire restructuration en russe, est une politique de réforme économique et sociale qui consiste à donner de meilleures conditions d'existence, de travail, de meilleurs loisirs et une meilleure éducation ainsi que de meilleurs soins médicaux à la population. Glasnost, qui signifie transparence en russe, est une politique qui consiste à rétablir la liberté d'expression qui avait été longuement restreinte en URSS. Celle-ci a été lancée en 1986. J'espère avoir pu, chers auditeurs, vous éclairer sur la situation actuelle en URSS.
Cependant, les réformes de Gorbatchev n'arrangent absolument pas la situation qui continue de se dégrader. Pire, les pays du bloc soviétique qui ne sont plus sous domination de l'URSS, la Glasnost et Gorbatchev refusant d'intervenir, certaines réclament leur autonomie. En 1989, en Pologne, c'est le début de l'explosion avec la victoire du parti Solidarność, comme nous le relate notre envoyé spécial de l'époque. Bonjour à tous et bienvenue sur 98.8, la radio de l'histoire. Ici Priscilla Polska pour Radio Soria. Dans l'émission du jour, nous allons parler de politique internationale. En effet, des événements historiques se produisent en Pologne. Suite à la table ronde menée en Pologne, des élections libres ont lieu ce 4 juin 1989. Et c'est à la surprise générale que le parti Solidarność a remporté les élections. Je ne peux pas vous expliquer l'ambiance qui règne ici, mais la foule est en délire. C'est tout simplement historique. Personne ne misait sur cette victoire, qui est une réelle surprise. Solidarność va avoir une grande responsabilité sur les épaules, qui est d'en finir avec la dictature communiste de Staline et d'entamer une transition démocratique. Et bien évidemment, tout le monde ici en est convaincu, la sortie du communisme, c'est sûr. Ici, toutes les plus grandes figures du parti sont présentes, comme Tadeusz Mazowiecki, Lech Walesa et bien d'autres. Et aujourd'hui, pour Radio Soria, en exclusivité, nous avons l'honneur d'interviewer Lech Walesa. Alors, tout d'abord, bonjour Lech Walesa. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre sentiment après cette victoire qu'on peut qualifier d'historique ? Bonjour, bonsoir à tous, à ceux qui nous écoutent, et à vous, madame. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous pouvons qualifier cette victoire d'historique, car tout simplement nous nous sommes battus, moi et mes camarades, pour en arriver jusque-là. Il nous est arrivé énormément d'épreuves, on a eu beaucoup d'épreuves avant de pouvoir se hisser parmi les grands. Alors nous sommes vraiment heureux d'être là, d'avoir réussi, d'avoir gagné. Car maintenant nous pouvons voir plus grand, voir les choses en grand. Et c'est comme une source de motivation. Nous sommes prêts à tout maintenant, à réussir et à mettre en place chacun de nos projets. Effectivement, je crois savoir que vous n'avez pas eu un parcours facile. Dites-nous en plus pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors oui, effectivement, mon parcours est assez complexe. Il faut savoir que nous n'avons pas eu seulement des victoires, mais aussi certaines défaites, en tout cas des défaites personnelles. J'ai été mécanicien, ouvrier électricien, j'ai été membre de plusieurs comités de grève, ainsi que d'autres. J'ai essayé plusieurs négociations qui ont mené à rien. J'ai même été arrêté. Je vous demanderai de ne pas divulguer les raisons, car elles sont très personnelles. Et j'ai réussi par la suite à créer un comité, le comité de défense des ouvriers. Je me suis toujours battue pour en arriver jusque-là. Et je pense que le fait d'avoir été moi-même mécanicien et des métiers comme ceci me hisse proche du peuple. Et je pense que c'est un atout, car je les comprends, ils me comprennent. Cette victoire est encore une fois très symbolique, pas seulement pour moi, pas seulement pour les membres de mon parti, mais aussi pour la population qui voit enfin un changement. Et oui, effectivement, vous êtes le fondateur du parti Solidarność. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre parti, pour ceux qui ne vous connaissent pas, car on peut qualifier votre parti de jeunes et peu de personnes vous connaissent. Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne qualifierais pas mon parti de jeunes, car nous sommes quand même là à nous battre depuis de longues années. Nous combattons des choses fortes. Déjà, tout simplement, Solidarność signifie solidarité dans votre langue. Et c'est une fédération de syndicats polonais qui a été fondée le 31 août 1980. Elle est donc dirigée par moi. Et ce mouvement, il a pour but
de s'opposer au régime de la République populaire de Pologne qui s'oppose à nous. Alors, je l'ai toujours proclamé, je l'ai toujours dit, je soutiens mon peuple, mes chers amis, mes chers camarades. Je prône les manifestations pacifiques et ponctuelles, car il faut continuer à se battre. C'est le début de cette guerre que nous allons gagner et réussir. Je continuerai de garder cette image que j'ai du symbole de la résistance, malgré les nombreuses arrestations, les nombreux combats que nous avons eus. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à nous placer, à gagner une grande victoire, et prochainement, ce sera encore plus grand, et nous réussirons à entreprendre ce que nous essayons de faire depuis des années. Votre victoire d'aujourd'hui s'est dessinée grâce à des victoires acquises auparavant. Et j'ai cru comprendre que votre famille a une place importante pour vous, n'est-ce pas? Oui, effectivement. De nombreuses victoires et réussites parmi ces quelques défaites. Mais ma famille fut un énorme soutien pour moi. Comme vous pouvez le voir dehors, la population fête cette victoire. Mais ma famille est mêlée à la population. Elle brandit banderoles et crie haut et fort. Ils sont fiers de moi, je suis très fière d'eux. Ils travaillent à mes côtés aussi, ils m'aident, me conseillent et sont un pilier pour moi. Et cette victoire historique acquise aujourd'hui, ne vous a-t-elle pas donné des ambitions politiques plus grandes, comme la présidence de votre pays, qui est la Pologne? Oui. Et je pense que c'est même évident d'avoir cette idée, d'avoir cette ambition, de voir les choses en grand. Devenir président de mon pays, la Pologne, ce serait une énorme réussite et comme un rêve. Je pense pouvoir y arriver. Et peut-être prochainement, vous me verrez lors des élections. Je ne sais pas encore. Mais oui, ça reste une possibilité, une très grande possibilité. Et c'est le mot de la fin avec Lech Walesa. Merci d'avoir été avec nous. De rien. Et merci à vous. Ce fut un plaisir d'écouter et de répondre à vos questions. Mon interview touche à sa fin et notre émission est maintenant terminée. Merci de votre fidélité et de votre audience. Et à demain pour une nouvelle émission sur Radio Storia, la radio de l'histoire. De l'autre côté du bloc communiste, c'est en Chine que la situation devient difficile. Influencés par les Polonais, les Chinois se révoltent. C'est ce que relate notre envoyé spécial sur France Inter à l'époque. Il est en direct de la place Tiananmen en 1989. Cette année semble bien difficile pour ce régime qui serait à l'agonie. Suite aux événements politiques qui ont cours en Pologne, c'est-à-dire les premières élections libres sous le régime communiste, des élans de liberté se font entendre en Chine. Notre envoyé spécial est aujourd'hui à Pékin où les étudiants et ouvriers manifestaient il y a encore quelques jours, le 29 mai. Je vous laisse avec quelques extraits. Ici, sur la place de Tiananmen, l'ambiance est extrême. Une grande foule en liesse est dressée pour combattre la corruption et la dictature. Beaucoup de Chinois, les bras levés en symbole de paix, certains agitent des drapeaux rouges sous le ciel gris, d'autres agitant des pancartes de slogans comme celui qui en chinois signifie liberté. Slogan prônant, vous l'avez compris, la démocratie dans le pays. On entend les manifestants scander à l'unisson « Où es-tu le Wallace chinois ?» On comprend bien les sous-entendus concernant une potentielle direction syndicale chinoise. Malgré la fatigue et la faim, on a le sentiment que le peuple est déterminé à obtenir victoire. Maintenant, je vous laisse en direct avec cet envoyé spécial du 3 juin. Des blindés sont envoyés sur l'avenue Shangan. Certains sont aussitôt incendiés par les manifestants. Il y a des tirs de l'armée envoyés également pour remettre de l'ordre sur la place. On sent bien que celle-ci doit utiliser tous les moyens nécessaires pour vider la place. La statue de la liberté s'effondre à cause d'un des chars. Au petit matin, à l'heure où je vous parle, le massacre est terminé et la place est dégagée. L'État ne déclare que 241 morts et 7000 blessés, dont les soldats. Seulement, il suffit de regarder l'état des passants, l'entrée dans un hôpital ou de voir l'étendue des cadavres dans les rues pour comprendre que le bilan est bien plus lourd. C'est finalement à Berlin que le communisme chute définitivement en novembre de l'année 1989.
Notre envoyé spécial à l'époque nous relate cet événement historique. Ce que le groupe Scorpions appellera plus tard Wind of Change, le vent du changement. Pour une nuit de gloire. Bonjour à tous, chers Français, chères Françaises. Nous sommes en ce jeudi 9 novembre 89, au pied du mur côté ouest, à Checkpoint Charlie. Je vous fais part de la situation historique, chers auditeurs. Plus tôt dans la matinée, Günther Schabowski, porte-parole du Parti communiste unifié de la RDA, prit la parole lors d'un communiqué annonçant l'ouverture des frontières de l'Allemagne de l'Est et l'ouverture des postes de contrôle du mur, et ceci à effet immédiat. Les mots forts employés agissèrent comme une bombe médiatique, et les Berlinois de l'Est accoururent au mur immédiatement. J'aperçois même un enfant de 12 ans, accompagné de son père, frappant, effritant le mur. Mesdames et messieurs, nous avons la chance aujourd'hui d'être avec un invité de marque dans cet événement, Monsieur Helmut Kohl, le chancelier fédéral de la RFA. Bonsoir, monsieur. Que vous font les annonces de votre opposition socialiste? Bonsoir. Vous et moi, ainsi que l'ensemble des Berlinois, sommes réunis ici pour une raison précise, celle du ras-le-bol communiste. Nous, population de la République fédérale allemande, voulons le retour de l'unification germanique. L'Allemagne se doit, en tant que puissance européenne, de retrouver son envergure internationale. La doctrine Brejnev atteignant sa fin il y a peu, et l'essoufflement du Parti socialiste unifié d'Allemagne se font ressentir dans la politique outre-mur. Très bien. Nous comprenons votre soulagement ainsi que celui des familles berlinoises. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y viendra de la Grande Allemagne, que vous le dites? Oui, et c'est avec enthousiasme que je souhaite, à partir de cette date iconique, réunifier l'Allemagne en un seul pays. Un pays économiquement fort, avec de vraies valeurs, celles des Berlinois présents et détruisant le mur. Avec l'aide des États-Unis et des anciens membres de l'OTAN, nous ferons bloc face aux nostalgiques du mur. Car oui, le mur est tombé, et il a fait tomber la scission qu'il impliquait à Berlin. Merci, chancelier Kohl, à vous et à votre sincère implication aux côtés des Berlinois. À présent, chers auditeurs, dans le vacarme du mur qui s'écroule, des cris de joie des Berlinois, ainsi que l'euphorie ambiante régnante ici, je vous quitte, laissant place à l'Allemagne de demain, qui espérons soit aussi prospère et dynamique que la sera cette nuit si particulière. Après l'Allemagne de l'Est, c'est au tour de la Lituanie et des pays baltes de se révolter. Mais cette fois-là, on est à l'intérieur même du bloc soviétique, on est à l'intérieur même de l'URSS. Et cette URSS est en train d'imploser. C'est en Lituanie que cela débute et notre envoyé spécial nous le relatait à l'époque, c'était déjà sur Radio Storia. Nous avons alors traduit l'interview d'un Lituanien qui se trouvait sur une manifestation le 1er janvier 1990. Nous voilà ici, 50 ans après le pacte de Molotov-Ribbentrop, soit le germano-soviétique. Estonie, Lettonie comme nous, Lituanie sommes là, ce 1er janvier 1990, représentant la voie balte, afin de manifester pour notre liberté. Nous avons donc posé la question suivante aux Lituaniens. Vous rappelez-vous du 23 août 1989 ? 23 août 1989, à jamais gravé. Cette chaîne humaine de liberté m'a foutu les frissons. Nous avions communiqué avec des radios, avec l'aide de la police et des avions. L'ampleur était grande. Croyez-nous, on veut notre liberté. Mais alors, pourquoi cherchez-vous la liberté à ce moment-là ? Le gouvernement soviétique était de plus en plus répressif de tout mouvement de libération. Déportés en Sibérie pour un oui ou pour un non, direction le goulag. On veut notre reconnaissance, on veut notre liberté, mort au nationalisme. Nous sommes dominés par un peuple qui n'est pas le nôtre. Nous voulons être la Lituanie et pas l'URSS. Je suis là pour crier, hurler, manifester à bas l'URSS. Alors qu'en Lituanie, l'indépendance s'approche, dans les chancelleries occidentales, on regarde la situation avec une grande distance. Hubert Védrine, à l'époque proche conseiller de François Mitterrand, nous analyse cette situation internationale dans laquelle on pressent bien que l'ogre soviétique devient bien fragile. C'était déjà sur Radio Storia. Bonjour à toutes et à tous. Je me prénomme Hubert Védrine et suis actuellement secrétaire général. Je vais vous présenter mon point de vue géopolitique sur la situation internationale actuelle. Aujourd'hui, nous pouvons constater, de par la chute du mur de Berlin, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, une fin symbolique de la guerre froide et une libération. L'Allemagne pourra donc se reconstruire avec un certain retard sur les autres pays à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ceci a été donc possible par la solidité de l'Alliance Atlantique
et par la politique de réforme menée par Gorbatchev. En effet, elle a permis à l'Europe centrale et du Sud-Est de choisir leur propre voie. On constate en ce moment même une chute du marxisme-hellénicisme en Chine et en URSS, entraînant une baisse du communisme, nous permettant, nous, occidentaux, de croire en une certaine victoire. Malgré des violences encore présentes et persistantes, telles que le terrorisme, des guerres de libération ou des violences ethniques, nous pouvons aspirer à un rétablissement des relations internationales de par un renforcement de l'esprit du marché commun. C'est finalement le 25 décembre 1991 que Mikhaïl Gorbatchev annonce la chute de l'URSS. Et là, nous prenons la radio du Liban qui nous en avait fait un vibrant témoignage. Retour donc en 1991. Nous sommes le 25 décembre 1991. L'info du jour. Le drapeau soviétique remplacé par le drapeau russe au-dessus du Kremlin. C'était il y a moins d'une heure à Moscou. L'histoire retiendra peut-être que c'est le jour de Noël que l'Union soviétique a définitivement disparu. Son dernier représentant, Mikhaïl Gorbatchev, le visage grave mais déterminé, sur un ton très personnel, lit son testament politique pour mettre un terme à une situation qu'il ne peut accepter. M'adressant à vous pour la dernière fois en qualité de président de l'URSS, j'estime indispensable d'exprimer mon évaluation du chemin qui a été parcouru depuis 1985. Le destin a voulu qu'au moment où j'accédais aux plus hautes fonctions de l'État, il était déjà clair que le pays allait mal. Tout ici est en abondance. La terre, le pétrole, le gaz, le charbon, les métaux précieux, d'autres richesses naturelles. Et pourtant, nous vivons bien plus mal que dans les pays développés. Nous prenons toujours plus de retard par rapport à eux. Tout d'abord, Gorbatchev est sur la défensive et évoque le fait que l'URSS était en crise bien avant lui, avec Andropov de 1982 à 1984 et Tchernenko de 1984 à 1985. Ce sont les seuls dirigeants à avoir gouverné moins de 2 ans. C'est très court pour des chefs de l'URSS. Tous les deux sont décédés lorsqu'ils étaient à la tête de l'URSS. Il y avait notamment la crise des euromissiles avec les États-Unis. Il est bien vrai que pendant que l'Occident et les États-Unis dépendaient des richesses naturelles telles que le pétrole et le gaz du Moyen-Orient, l'URSS avait tout et a tout sur son territoire. Mais malgré cela, le peuple était en difficulté économique et sociale. Ils ont trop misé sur l'armement et la défense sans soucier de l'économie. Oui, en effet. C'est ce qui montre leur retard dans l'agriculture et l'industrie. La société étouffée dans le carcan d'un système administratif de commande, condamnée à servir l'idéologie et à porter le terrible fardeau de la militarisation à outrance, elle était à la limite du supportable. Ici, Gorbatchev fait référence à l'idéologie communiste et au gouvernement totalitaire qui a emprisonné la société. Il critique la politique menée jusqu'à présent et dit que la société ne supportait plus cela, afin de nous rappeler les manifestations de différents peuples, telles que celles des Lituaniens ou des Polonais, ou encore celles des jeunes soviétiques contre la militarisation. Toutes les tentatives de réforme partielle, et nous en avons eu beaucoup, ont échoué l'une après l'autre. Le pays perdait ses objectifs. Il n'était plus possible de vivre ainsi. Il fallait tout changer radicalement. Je comprenais qu'entamer des réformes d'une telle envergure et dans une société comme la nôtre était une œuvre de la plus haute difficulté et dans une certaine mesure risquée. Mais il n'y avait pas de choix. Aujourd'hui encore, je suis persuadé de la justesse historique des réformes démocratiques entamées au printemps 1985. Nous en venons enfin aux fameuses réformes de notre camarade Gorbatchev. Ces réformes qui ont malheureusement pour lui échoué, la perestroïka, ou plutôt la restructuration, qui avait pour but de relancer l'économie de l'URSS et qui encadrait la totalité des réformes. Et bien sûr, la plus importante est la glasnost, transparence, qui a permis la liberté d'expression, un des facteurs qui a provoqué la fin de l'URSS. Gorbatchev avait signé des accords de désarmement avec les États-Unis, comme celui de Washington en 1987. Il a quand même reçu le prix Nobel de la paix de l'année précédente. Mais qui aurait imaginé que le dirigeant de l'Union soviétique recevrait un tel prix? Il affirme qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire des réformes risquées pour empêcher l'URSS de tomber.
Mais malheureusement pour lui, l'Union soviétique est définitivement terminée. Nous lui souhaitons bonne chance dans les années à suivre. Et voilà, c'est terminé, l'URSS a chuté. Il en est terminé pour cette émission de la Rétro Radio. On se retrouve demain sur Radio Storia pour la même émission à 15h15. A bientôt pour la Rétro Radio.